Alors, je me présente, je suis Marie-France Reynaud, je suis médecin de santé publique et directrice du Centre de recherche Léa Robert sur les inégalités sociales de santé de Montréal. Au nom du comité organisateur, ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Vous, les 175 en salle et les presque aussi nombreux, 125 dans 6 régions éloignées qui pourront participer grâce à leur écran d'ordinateur. Nous pourrons prendre leurs questions. Ils auront qu'à cliquer sur le lien au bas de leur écran et quelqu'un ici ira au micro. Donc, étonnez-vous pas si je donne souvent la parole à la même personne. C'est la personne qui représente les 125. Alors, soyez pas insultés. J'ai quelques consignes à vous donner là, de la part de la direction des GEP. La première, c'est que tous les conflits d'intérêts ont été déclarés, c'est-à-dire rien du tout. Il n'y avait aucun conférencier qui avait de conflit d'intérêts, mais ça apparaîtra là, à l'écran à un moment donné. Nous avons eu la chance d'avoir la traduction simultanée. Je dois dire que quand on a commencé à préparer cette conférence-là, on s'attendait, disons, à un succès d'estime, mais pas un succès au box-office. On a dû refuser des gens, malheureusement, et on a changé de salle 3 fois. Et la seule salle qui restait, c'était le grand amphithéâtre. Et là, on trouvait que c'était peu propice à du travail en atelier, comme on veut en faire cet après-midi. Que déjà, ici, la salle est plutôt grande pour ça. Donc, c'est très encourageant pour l'avenir du travail sur les inégalités sociales de santé au Québec de voir cet engouement-là là, de gens qui travaillent dans le domaine de la surveillance et de partenaires. Vous remarquerez qu'on vous a préparé un petit document préparatoire où on essayait de mettre les sources de données, les façons de calculer les indicateurs et aussi des références à des exemples intéressants et aussi à des systèmes d'information sur les inégalités sociales de santé. Donc, on voulait déjà, dans le cadre d'un processus qui va s'étendre toute l'année, commencer à vous donner des informations, mais aussi se servir de cette journée-là pour recueillir vos besoins éventuels de formation supplémentaire. Il y a une démarche qui est entreprise au ministère de la Santé pour connaître les besoins des régions en termes de soutien pour réduire les inégalités sociales de santé. Et vous serez invité dans le courant de la journée à écrire vos commentaires sur des besoins éventuels. Et on va même vous inviter à continuer cette conversation-là par la suite en écrivant là, notamment à Mme Bassiou au ministère de la Santé. La session va être captée, donc pour vos collègues qui se seront fait refuser une place en salle, vous pouvez leur dire que vous n'avez pas eu de privilège particulier puisqu'ils pourront l'écouter dans le confort de leur salon, comme ils disent à la télévision. Alors, je vais repasser brièvement avant de passer la parole à nos conférenciers d'envergure. Je vais passer très rapidement sur les éléments qui sont essentiels pour comprendre les inégalités sociales de santé et les mesurer. Le document préparatoire a été réalisé par Caroline Alix, je la remercie, en collaboration avec Myriam Duplan, Natalia Romero et Carmen Bassiou. Alors, on a essayé de couvrir ce qui nous semblait être essentiel pour comprendre les inégalités sociales de santé. Je travaille dans ce domaine-là depuis plusieurs années, puis je m'aperçois qu'il y a encore beaucoup de confusion sur qu'est-ce qu'est une inégalité sociale de santé. Plusieurs personnes pensent qu'on discute de pauvreté. On discute notamment de pauvreté, mais une inégalité sociale de santé se résume pas à ça. Il faut des indicateurs de santé et des indicateurs d'inégalité. C'est assez difficile aussi si on ne comprend pas très bien le concept de le communiquer. Et la première étape, c'est de bien comprendre avant d'essayer d'expliquer.
Alors, on ne reviendra pas trop longtemps sur les définitions de la santé, juste pour vous indiquer que la santé étant vue de façon tellement globale, les indicateurs de développement de l'enfant, de maturité scolaire, d'autres indicateurs de déterminants de la santé sont pertinents quand on calcule les inégalités sociales de santé. Conceptuellement, le travail sur les inégalités sociales de santé est basé sur le fait qu'on reconnaisse que les déterminants sociaux de la santé ont un impact important à plusieurs niveaux. C'est assez complexe. Il y a plusieurs modèles. Il y en a un qui a été retenu par le ministère. Il y en a un autre qui avait été retenu par la Commission sur les déterminants sociaux de la santé de l'OMS, le rapport qu'on appelle Marmot. Il y a aussi des modèles qui avaient été mis en place par le gouvernement hollandais dans l'évaluation de 500 interventions de réduction des inégalités sociales de santé. En fait, ça dit pas mal toute la même chose. Il y en a qui sont plus élaborés et puis il y en a qui ont des flèches un peu partout. Là. Moi, je trouve que quand c'est rendu avec des flèches dans tous les sens, ça devient un petit peu difficile à expliquer aux partenaires. Fait que je privilégie des modèles qui sont plus simples dans la communication. Alors, on a plusieurs définitions d'inégalité sociale de santé, mais ce qu'il faut comprendre, c'est une inégalité de santé qui est attribuable à des facteurs, des critères sociaux de différenciation. Il y en a beaucoup, dépendant des sociétés. Par exemple, en Inde, la persistance, même s'ils sont abolis, de castes sociales permet de calculer des inégalités sociales de santé en fonction de la caste. Ici, on utilise surtout des variables comme l'éducation, le revenu ou la catégorie socio-professionnelle. C'est comme ça qu'on a d'ailleurs mis en évidence les inégalités sociales de santé par un rapport qui avait été fait sur les fonctionnaires britanniques. Ce qu'on dit des inégalités sociales de santé, c'est qu'elles sont évitables. Pourquoi elles sont évitables? Parce qu'elles découlent d'un choix de société. On peut s'organiser d'une façon ou d'une autre, et donc on pourrait s'organiser différemment. Et différentes sociétés avec des ressources semblables ont des inégalités sociales de santé beaucoup moindres. Ça se voit entre les États européens, ça se voit entre les pays aussi. Il y a moyen de faire différemment, donc d'éviter les inégalités sociales et aussi les inégalités sociales de santé. On dit aussi qu'elles sont injustes, une prise de position éthique par rapport à ça, mais qui découle du fait qu'elles sont évitables. Une inégalité de santé pour des raisons biologiques n'est pas nécessairement injuste. Quelqu'un né avec une trisomie de Down a une inégalité de santé qui n'est pas nécessairement injuste, mais quelque chose qu'on pourrait éviter parce qu'on maintient des catégories de population dans des conditions de vie déplorables est injuste, selon plusieurs auteurs. Alors ça, c'est le cadre conceptuel là, des déterminants sociaux qui présente plusieurs déterminants sur lesquels on pourrait se baser pour calculer des inégalités sociales de santé. On vous a donné plusieurs documents auxquels vous pourrez vous référer parce que je ne passerai pas à travers tous les concepts. Ce qui est important de savoir, là, puis si vous reteniez seulement ça pour ce qui est des indicateurs, ça serait suffisant. Pour dire qu'il y a une inégalité sociale de santé, il faut une variable de position sociale, on en a parlé, le revenu, l'éducation, etc. Il faut un indicateur de santé ou de déterminant de santé et il faut une mesure d'inégalité. Alors, des indicateurs de santé, pour tous ceux ici qui travaillent en surveillance, connaissent bien la pléthore d'indicateurs qu'on peut avoir dans différentes enquêtes
Même dans le recensement, on a des choses qui nous permettent de calculer des indicateurs de santé. On vous a donné des exemples de sources de données, mais je suis sûre que vous pourriez ajouter la liste. À la liste, il faut une variable de composante sociale. Et la mesure d'inégalité, il y a des mesures qui sont absolues, il y a des mesures qui sont relatives. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Ça nous donne un portrait plus complet quand on en utilise plus qu'une. Alors, je donne un exemple. On peut dire que il y a 2 fois plus de tels problèmes de santé chez les gens au bas dans le premier quintile de revenus par rapport au quintile plus favorisé. Si c'est 2 fois presque rien, ça ne fait pas beaucoup. Si c'est 2 fois un problème qui est déjà très prévalent dans la population, c'est très important en termes de fardeau pour la population et comme impact sur la santé publique. Donc, d'avoir une panoplie, pas très grande, une petite panoplie d'indicateurs pour décrire les inégalités sociales de santé, ça donne beaucoup d'informations. Ce qui nous intéresse souvent, c'est de voir si nos actions sont efficaces et s'il y a une tendance temporelle, si ça diminue, ça augmente ou ça reste là. Il y a beaucoup de caveats pour mesurer les tendances temporelles. Il faut être sûr qu'on le mesure de la même façon à travers l'histoire qu'on veut suivre. Et aussi, par exemple, il peut y avoir des changements dans la composition des quartiers qui font en sorte qu'on ne compare pas exactement la même chose qu'on pensait. Il y a aussi à faire attention à disons, à ne pas s'attarder à une seule mesure d'indicateur de santé pour conclure qu'il y a une aggravation ou que tout va mieux. Ça demande vraiment une panoplie pour avoir un portrait plus clair. En 30 secondes. On a beaucoup d'outils. Il y a des gens qui vont venir vous en présenter, des centres collaborateurs canadiens qui vont vous donner un aperçu de ce que leurs centres peuvent faire pour vous. On a des sites où c'est amusant d'aller voir. Les Anglais sont toujours très bons pour ça. Allez jouer sur leur site. Ça va vous donner des idées pour enrichir vos propres sites. Et puis, ce que je dirais, il y a peut-être des mises en garde, on va en discuter cet après-midi. Il faut faire attention quand on communique une donnée sur les inégalités sociales de santé pour être sûr de ne pas stigmatiser un groupe. Il y a une augmentation de risque, ce n'est pas une fatalité. Camille Bouchard disait s'il y a une courbe qui est trop courbée sur l'autoroute, c'est un risque que des gens prennent le clos, mais ça ne veut pas dire que tout le monde va prendre le clos. Alors, c'est un peu comme ça qu'il faut communiquer ça, sans dévaloriser les gens, puis sans en faire une fatalité décourageante aussi. Et puis, je voudrais juste terminer. Ici, on parle de données beaucoup. Mais il y a d'autres façons d'approcher les inégalités sociales de santé, au moins pour être alerté sur le fait d'aller vérifier qu'est-ce qui se passe. Alors, il y a des témoignages, il y a des gens sur le terrain, il y a des groupes communautaires qui peuvent nous relater qu'ils sont témoins de différentes choses. Et il faut écouter ça, puis par la suite, essayer de creuser avec les données qu'on a. Moi, j'ai l'exemple à la Direction de santé publique de Montréal où, à partir des témoignages assez accablants de travailleurs d'agences de location de personnel dans des conditions difficiles, avec des données subséquentes, on a pu réussir à faire un plaidoyer conséquent pour la réduction des inégalités sociales dans le milieu du travail et la mise en place dans la loi sur les normes du travail d'un premier encadrement des agences de location de personnel. Tout ça à partir de témoignages de gens sur le terrain, de travailleurs. Alors, c'est largement insuffisant comme tour d'horizon, mais tout est dans le document préparatoire que vous avez eu, qui doit être encore accessible, d'ailleurs, sur le site.
est encore accessible. Donc, si vous ne l'aviez pas lu consciencieusement avant ce matin, vous pourrez vous reprendre. Merci beaucoup.